Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation du Tour de France Femmes by Swift, parce qu'il faut bien dire Swift, parce que pendant toute la présentation du parcours on nous a bien dit que c'était le Tour de France by Swift, par Zwift, putain j'en pouvais plus moi à la fin. Alors déjà que les présentations c'est le truc le plus chiant au monde, les présentations de parcours du Tour de France, ben alors là c'était un niveau au-dessus. On va revenir un petit peu sur ce parcours. On va faire les différentes étapes, on va voir les profils parce que contrairement aux garçons, là on a le profil des 8 jours de course. Puis je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du parcours. Est-ce qu'il vous plaît pas? Voilà, est-ce que vous trouvez que c'est bien, que c'est pas bien? Bon. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief après les courses de cyclisme, de la mi-temps du rugby, et notamment les deux finales, vendredi et samedi, dont on fera le débrief sur TikTok et également sur YouTube. Il y aura peut-être également un petit point route du Rhum. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Tour de France Femmes 2024 by Zwift. On savait déjà qu'on allait partir des Pays-Bas pour deux raisons. Premièrement, les Pays-Bas, c'est une terre de cyclisme féminin. Deuxièmement, pour des raisons de sécurité, vu qu'on part le lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Je vous rappelle un petit peu le calendrier. Il va y avoir le Tour de France avancé d'une semaine, puis les Jeux Olympiques, puis le Tour de France Femmes, puis les Jeux Paralympiques. Le Tour de France Femmes s'intègre entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. On se retrouve donc à avoir un parcours qui part de Rotterdam. Rotterdam qui va être une plaque tournante de la course au tout départ. Avec notamment dans ces premiers jours de course, on aura la première étape donc, qui nous emmènera jusqu'à La Haye. Ensuite, on reviendra à Rotterdam, quand je vous parlais vraiment de plaque tournante, le lendemain pour une demi-étape. Alors qui s'appelle étape 2, pour moi c'est une demi-étape, le contre-la-montre autour de Rotterdam, et puis ensuite on partira de Rotterdam pour aller vers Liège avec l'étape Valkenburg-Liège, une mini-Amstel, un mini Liège-Bastogne-Liège, c'est une compression des deux. Bastogne-Amnéville pour l'étape du 15 août, et puis on aura ensuite Remiremont-Morteau, la saucisse, mais qui sera une étape qui va peut-être faire mal aux jambes. Champagnol, le Grand Bornand, et puis le Grand Bornand, l'Alpe d'Huez. Premier passage dans les Alpes du Tour de France Femmes. On a fait les Pyrénées, on a fait les Vosges, on a fait le Jura, et bien maintenant, on fait les Alpes. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, les Alpes, mais le nord des Alpes, on n'attaque pas encore le sud. On va pas trop déconner. De là à ce faire plus de 1000 km sur un parcours de Tour de France Femmes, les femmes ne sont pas capables de le faire. 946 km 300 le total avant homologation. Bien entendu, c'est de l'ironie. Quand je dis qu'elles ne sont pas capables de le faire, je considère que du côté de l'organisation de ce Tour de France, on considère que les filles doivent être faites en sucre. Je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, c'est très énervant et c'est pas comme ça qu'on va permettre au cyclisme féminin d'évoluer, mais on en parlera quand je donnerai mon avis en fin de vidéo, et vous pouvez le comprendre, mon avis va être corsé. On commence avec la première étape, Rotterdam-La Haye, 124 km. Bon, c'est tout plat, c'est pas une surprise. Par contre, il faudra faire gaffe, parce qu'on sera pas très loin de la mer, à plusieurs endroits. Alors, aux Pays-Bas, on n'est jamais très loin de la mer, mais ça veut dire que pas très loin de la mer, on est en août. On n'est pas en juillet, on est en août. Les conditions de vent peuvent être un petit peu plus fortes en août. On peut avoir un temps un petit peu plus instable que d'habitude. Donc Rotterdam-La Haye, faire attention quand même sur cette première étape. Fin de journée, faux plat montant. Le sprint à La Haye sera en faux plat montant. Vous voyez, une petite bosse là, très légère. C'est pas une grosse montée, vous inquiétez pas, mais voilà, il faut quand même le signaler. Ça sera un sprint. Après, est-ce que ça sera un sprint avec toutes les sprinteuses et toutes les leaders du peloton? Pas sûr, en cas de bordure. Étape numéro 2, hop là, Dordrecht, Rotterdam. Alors moi au départ, je me suis dit, tiens, ils ont décidé de remettre les demi-étapes.
pour tout vous dire, quand j'ai vu la présentation du parcours, je me suis dit, tiens, Dordrecht-Rotterdam, l'étape du lendemain, enfin l'étape, donc celle-là fait 67 km, je me dis, ça permet comme ça de repartir pour aller à Valkenburg. Je me suis dit, bah non, c'est juste pour faire un contre-la-montre hyper court, juste après. Donc, du mal à comprendre pourquoi on fait une étape aussi courte, on aurait mieux fait de ne pas mettre de contre-la-montre. Bon, Dordrecht-Rotterdam, là encore, un peu le même principe, c'est très court. Par contre, il faudra faire attention autour de Rotterdam. On va rentrer à Rotterdam au bout de 53 km de course. Ça veut dire qu'on va tournicoter dans Rotterdam, notamment prendre plusieurs ponts. Et il faudra faire attention parce que voilà, ça peut être un petit peu technique. Encore une fois, 14 km quasiment en ville. Ça veut dire que il va falloir faire attention, même si les villes néerlandaises sont plutôt très bien conçues pour les cyclistes, mais ça veut dire qu'il peut y avoir pas mal de bandes blanches. S'il pleut, ça peut être un peu casse-gueule. Le contre-la-montre entre Rotterdam et Rotterdam, 6 km 3, même là on fait moins que les garçons. Parce que l'inspiration, c'est le contre-la-montre d'il y a 10 ans du Tour de France. Sauf que, on a retiré encore 2,5 km. C'est-à-dire que même sur un prologue comme ça, enfin sur un format prologue, on est capable de faire on fait moins de kilomètres que chez les garçons. Enfin. Bon, c'est un chrono en ville, ça ressemble à un prologue, sauf que c'est pas en première étape, donc ça a beaucoup moins d'intérêt en fait, tout simplement. Un prologue, c'est un intérêt quand c'est avant le départ de la course. Quand c'est en plein milieu de la course, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Bon voilà, les deux petites bosses, c'est parce qu'il y a un pont, mais sinon c'est tout plat. C'est vraiment pour spécialistes de poursuite, ce profil-là. S'il y a Chloé Dygert au départ, elle risque de faire un carton sur cette étape-là. On poursuit avec l'étape de Valkenburg et Liège, en fin du spectacle sur cette étape-là, et enfin une étape bien conçue, 122 km, mi-Amstel, Liège-Bastogne-Liège. Ça va être un régal pour des profils à la Demi Vollering, à la HT Moolman également, qui devrait se faire plaisir avec 8 côtes au programme, 4 de l'Amstel, 4 de Liège. Et on a fait on a coupé en deux, la poire en deux sur cette étape, donc qui passera par la province du Limbourg et la province de Liège. On regarde le début du parcours avec le Bemelerberg, 1 km 3 à 4,9 de moyenne. On enchaînera avec le Coberg au bout de 12 km de course, très connu, le Coberg. Pour ensuite enchaîner avec le Gullemerberg, je vais y arriver, 1 km 1,5 de moyenne, et puis de nouveau le Bemelerberg, 1 km 3 à 4,9 de moyenne, donc 2 fois le Bemelerberg, une fois le Coberg, et la dernière côte dont je ne reprononcerai pas le nom. Donc une petite boucle d'une trentaine de kilomètres, ensuite on quitte le Limbourg pour aller du côté de Liège. Et là, on commencera par le Monteux, qui est souvent, on va dire, la première côte importante, une des premières côtes importantes de Liège-Bastogne-Liège. On enchaînera avec la côte de la Redoute, Philippe Gilbert, bien entendu, quand on parle de la côte de la Redoute. 1 km 6 à 9,4 de moyenne, le Monteux c'est 2 km 8 à 5,6 de moyenne. Côte des Forges, côte de la Roche-au-Faucon, autant vous dire que c'est l'enchaînement traditionnel de Liège-Bastogne-Liège. Donc à partir de la côte de la Redoute, ça sera vraiment du Liège-Bastogne-Liège, comme on en a l'habitude. On peut revoir un petit peu les différentes bosses. Donc voilà, le Monteux, un passage à 10,2% pendant 500 mètres. On enchaîne avec la côte de la Redoute, très dur. Alors le pied, on va dire, est à remouchant, est un petit peu facile, mais alors ensuite ça devient l'horreur et l'enfer, cette côte de la Redoute, avec notamment 12,7% sur les 600 derniers mètres. La côte de la Roche-au-Faucon, là encore, très compliquée, 1 km 3 à 11% de moyenne, 500 mètres à 13,2%. Donc c'est pas simple. Et puis le lendemain, pour enfin l'arrivée en France, là aussi l'un des problèmes de ce parcours, on part de Bastogne pour aller à Amnéville en Moselle. Donc Bastogne connu parce que c'est le départ de Liège-Bastogne-Liège chez les filles, mais aussi un des lieux importants du cyclisme. On aura la côte de Hoth, 1 km 2 à 7,9 de moyenne. On aura le passage en France avec la côte de Saint-Pancré, 1 km 5 à 3,9 de moyenne. Et puis la côte de Fermont, 1 km 5 à 4,6 de moyenne.
On continue en Meurthe-et-Moselle avec la côte de Briey, 1 km 1, 4,4 de moyenne. Et puis enfin, pour finir, la côte de Montois-la-Montagne, qui sera 1 km 7 à 6% de moyenne, mais qui sera surtout à moins de 15 km de l'arrivée. Donc c'est-à-dire qu'on sera à un moment important de fin de course, surtout que le sprint à Amnéville, là encore, on sera sur un sprint en faux plat montant qui peut convenir à plein de concurrentes. Dans cette première partie de Tour de France, ça pourrait permettre également d'avoir un changement de maillot jaune, parce que jusqu'à maintenant, et là, à part l'étape du Cauberg, il n'y aura pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. On continue avec le parcours de ce Tour de France femmes, la suite, avec l'étape de Remiremont vers Morteau, première étape qui va lancer un petit peu ce week-end où c'est là où vraiment se décantera la course. Elle risque même de se décanter le dernier jour, cette course, avec l'étape de l'Alpe d'Huez. 160 km entre les Vosges, la Haute-Saône et le Doubs. On commencera avec le col du Mont de Fourches, 3 km 2 à 5,9 de moyenne, qui sera au bout de 12 km 600 de course. Ensuite, on sera on passera à Lure, notamment à Géné, sur des côtes qui ne sont pas extrêmement compliquées. La col de Ferrières, 2 km 6 à 4,7 de moyenne au km 90,9, qui va un peu lancer cette fin de journée. On sera à 70 km de l'arrivée. La côte de l'Aviron, 5 km 7 à 4,1 de moyenne au km 106,9. Et puis ensuite, on enchaîne vraiment les 30 derniers kilomètres avec la Roche du Prêtre. Ça sera au km 134, 5 km 5 à 5,6 de moyenne. La côte des Fins, 1 km 8 à 6,9 de moyenne, avant de redescendre vers Morteau pour l'arrivée. J'ai même le profil de la côte des Fins. Donc déjà la Roche du Prêtre, vous voyez, donc c'est quand même assez roulant, à part le dernier 500 mètres à 8,9 de moyenne. On enchaîne ensuite avec la côte des Fins, 6,7,7 de moyenne. C'est peut-être une journée où on peut avoir une victoire des baroudeurs, des baroudeuses. C'est-à-dire sur une étape comme ça, on peut se dire que est-ce que les leaders voudront vraiment lancer les hostilités vu ce qu'on aura ensuite derrière? Si les écarts sont encore resserrés, on laissera peut-être faire les baroudeuses. On poursuit avec l'étape de Champagnole vers le Grand Bornand. Là, c'est plus intéressant avec une arrivée au sommet et pas mal de petites difficultés au programme. On n'est pas encore sur de la très haute montagne. On est sur une étape, je dirais, vallonnée, mais ça reste une étape très intéressante. On partira du Jura pour aller dans la Haute-Savoie. En sachant que le début de journée, dans cette première heure de course, on franchira déjà un petit col qui n'est pas au classement de la montagne. La première bosse, ça sera le col de la Croix de la Serre, 12 km à 5,1 de moyenne au kilomètre 57,9, qui pourrait faire déjà des premiers dégâts dans le peloton. On poursuivra avec la côte de Bois d'Arlot, 2 km 4 à 4,6 de moyenne au kilomètre 88,1. La côte de Cercier, 4 km à 4,9 de moyenne, ça sera juste derrière. Et puis ensuite, on enchaînera avec le col de Saint-Jean-de-Sixte, 5 km 4 à 5,1 de moyenne. Et cette montée vers le Grand Bornand, en fait, c'est une montée un petit peu rabotée. C'est pas les pourcentages les plus compliqués qu'on prendra dans cette côte du Grand Bornand, c'est du 5% de moyenne. Donc là encore, on est sur une étape qui a un petit peu le cul entre deux chaises, entre une étape vallonnée certes, mais est-ce que le final suffira au leader pour un peu déclencher la course? C'est pas sûr encore, parce que le lendemain c'est l'Alpe d'Huez, que cette étape du lendemain va faire extrêmement peur et peut risquer de bloquer la course. Et que là, on doit se dire, du côté du peloton féminin, est-ce que tout dépendra des écarts? Si il y a une fille qui a 1 minute d'avance, on tentera peut-être de l'attaquer, il y aura peut-être des attaques. Encore une fois, dans le cyclisme féminin, on ne réagit pas de la même manière que dans le cyclisme masculin. Après, encore une fois, l'étape du lendemain va faire très très peur. Faudra voir. Mais est-ce qu'on ne laissera pas encore l'échappée aller au bout? Tout dépendra de beaucoup de paramètres.
avec cette montée du Grand Bornand. Parce que vous voyez, là on est sur le final de l'étape, hein, donc l'enchaînement Saint-Jean-de-Sixte, le Grand Bornand, c'est pas des gros pourcentages et c'est pas très long non plus, hein, 7 km d'un côté, 5,4 de l'autre. Je sais pas si on ira faire la différence sur cette étape-là. Heureusement qu'il reste la dernière journée entre le Grand Bornand et l'Alpe d'Huez. Sacrée étape, 150 km Haute-Savoie-Savoie-Isère. Le col du Tanier, c'est... alors déjà, on commencera au pied du col du Marais, qui n'est pas au classement de la montagne, mais qu'il faudra quand même franchir. Ensuite, on aura le col du Tanier, 9 km 5 à 4% de moyenne, ça sera au kilomètre 27,2. Beaucoup de transitions avant de rejoindre Saint-Étienne de Cuines, qui nous emmènera au col du Glandon, qui là est un col extrêmement difficile, 19 km 700 à 7,2 de moyenne à 1924 mètres d'altitude. On redescend vers Bourdoisan, et puis ensuite la montée de l'Alpe d'Huez, là aussi on connaît, c'est du classique, 13 km 8 à 8,1 de moyenne, et on espère qu'il y aura du monde du côté de l'Alpe d'Huez, mais que ça ne sera pas autant le bordel que d'habitude, notamment du côté du virage des Néerlandais, où là, je pense qu'il y aura pas mal de monde, surtout si l'Emi Vollering est sur ce Tour de France, et je pense qu'elle sera sur ce Tour de France. On regarde le parcours tout de suite du col du Glandon. Comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué, avec notamment une zone à 9,6% pendant 1 km, entre le km 6 et le km 7. Et puis ensuite, on repart sur des pourcentages à 7,7%, 8, 7, 9, 1, 9, 6... 10,8%, 11,5 pour les 2 derniers kilomètres qui sont interminables, hein, pour les coureuses et pour les coureurs également quand ils ont dû le franchir. Et puis on enchaîne avec l'Alpe d'Huez. Particularité de l'Alpe d'Huez, la pente est un petit peu irrégulière. Surtout, vous avez des virages à plat. C'est-à-dire que là, sur les moyennes par kilomètre, on ne prend pas en compte les pics. Les pics sont bien supérieurs à ce que je vous propose là au niveau de mon infographie, parce qu'il faut prendre en compte que tous les virages sont à plat. Il y a quand même beaucoup de virages du côté de l'Alpe d'Huez. Donc avec tous les virages qui sont à plat, et ben, la pente est forcément plus rude que ce qu'indiqué là. Et ça commence tout de suite très costaud. Et puis bon, après, les 2 derniers kilomètres, quand il vous reste encore un petit peu d'énergie à 1 km 800, il y a une dernière rampe. La rampe, je dirais, Pierre Rolland, où vous pouvez partir et attaquer vraiment de manière très solide si vous êtes en bonne condition physique du côté de l'Alpe d'Huez. Et je crois que nous avons fait le tour sur ce parcours du Tour de France Femmes. Je vous donne tout de suite mon avis. Tout de suite, je vous donne mon avis sur ce Tour de France Femmes. Pas d'évolution en 3 ans. On prend toujours le cyclisme féminin pour un sous-cyclisme. C'est la réalité. Voilà, le sous-cyclisme féminin, de la manière dont ASO le traite, est un sous-cyclisme pour eux. Il y a les garçons là, les filles, sous la table, et puis bien sous la table, tu vois, en termes de niveau. C'est terrible. C'est terrible parce que là, le parcours est à chier. Alors, pour tout vous dire, il va y avoir 2... Alors, si vous êtes un petit peu, vous avez regardé les Jeux Olympiques, vous avez regardé beaucoup de sport et que vous êtes un petit peu lassé du sport, regardez que l'étape du Cauberg avec l'arrivée à Liège et puis l'étape de l'Alpe d'Huez. Je pense que vraiment le parcours, c'est de la merde. Voilà. Il y a un moment, des fois, je pourrais être gentil, mais là, non, le parcours est nul. Alors, je sais pas si... En plus, j'ai l'impression qu'il a été conçu comme un parcours fait à l'arrache. J'ai l'impression que, par exemple, que le contre-la-montre de Rotterdam, je sais pas s'il était prévu de base. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont été faits. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'autorisation d'aller en France plus tôt, d'un point de vue sécuritaire? Est-ce que c'est eux qui ont décidé de faire ce parcours-là et qu'ils voulaient partir forcément de Rotterdam, mais après ils se sont dit oui, mais comment on fait après derrière pour enchaîner à la suite du parcours? C'est un parcours qui est absolument pas fluide. Non, en fait, le parcours est vraiment conçu, c'est sa conception qui va pas. Le parcours est absolument pas fluide. On reste 3 jours autour de Rotterdam. Ensuite, la transition Rotterdam-France va se faire en 2 jours. Avec l'étape qui pour moi est presque la mieux réussie, c'est l'étape de Liège. Au moins on a réussi à faire quelque chose de cohérent. Et puis surtout, pour moi il y a un gros problème. On passe plus de moments en dehors, je crois qu'il y a plus de kilomètres en dehors de la France qu'en France.
C'est un Tour de France. Alors moi, je veux bien, par exemple, que le Tour de France parte chez les garçons cette année d'Italie, mais il n'y a pas plus de jours en Italie que de jours en France. Enfin, là, il y a un vrai problème de conception. On parle du Tour de France. Là, il y a plus d'étapes en dehors de la France qu'en France. Ça ne va pas. Enfin, il y a un moment, chez ASO, ils auraient dû réfléchir 10 secondes. Moi, je m'étais dit, comme ils vont partir de Rotterdam, tu sais, je m'étais fait un petit truc dans ma tête, je me suis dit, ils vont partir de Rotterdam. Je me suis dit, comme il y a les Paralympiques qui commencent un peu après, je me suis dit, ils vont faire 10 jours de course. Je me suis dit, ils vont commencer lundi, puis ils vont finir mardi, mercredi, je ne sais plus quand commencent les Paralympiques après derrière. Je me suis dit, voilà, tu auras 10 jours de course, et tu pourras faire un truc qui ressemble un peu plus à un Tour de France, avec certes un départ. Je m'attendais à une étape genre type Coberg, type Amstel. Je m'attendais pas à ce que ça soit ça, mais je m'attendais à une étape type Amstel. Je me disais, et puis après, je me disais pourquoi pas le retour des chemins blancs ou tu vois une autre idée derrière. Bon, là il s'avère quand même qu'on prend encore les filles pour des morceaux de sucre parce qu'on a encore des étapes qui sont, alors cette année encore plus courtes que l'année dernière. En termes de kilométrage, cette demi-étape de 67 bornes, il y a un moment, la deuxième journée n'a aucun sens. Un contre-la-montre de 6 km, ça n'est intéressant que si c'est un prologue, sinon ça n'a rien à foutre là. On a quand même été foutu d'enlever encore 2 km par rapport à une idée qu'on avait eue chez les garçons. C'est-à-dire que là encore, on considère vraiment que c'est un sous-cyclisme. L'étape de 67 bornes, en plus donc elle va être en matinée. Ça va être bien au niveau télévisuel. C'est-à-dire que les filles, on va les faire réveiller très tôt. Je rappelle qu'on a arrêté les demi-étapes dans les années 80. C'était parce que les coureurs se plaignaient des demi-étapes et notamment des départs à des horaires très matinaux. Là, on va refaire la même chose. Parce que mardi, le mardi, je vois pas comment on peut faire un contre-la-montre où il va falloir donc repérer le parcours. Impossible de repérer le parcours en ce moment vu que c'est un parcours entièrement en ville. Donc tu n'auras la possibilité de le repérer qu'en le faisant. Donc il faut déjà 1 heure de repérage. Ensuite, à ce moment-là de la course, il y aura encore, je pense, 140, 150 jeunes filles. Je ne sais plus combien il y a de femmes au départ du Tour de France. Et ça veut dire que 140, 150 avec un départ toutes les minutes, sauf les 10 dernières ou les 20 dernières où tu vas faire départ toutes les 2 minutes. Ça veut dire que ça prend au moins 2h30. Donc ça veut dire que tu as 3h30 de ça. Là déjà tu as un bloc de 3h30. Donc tu peux pas mettre les deux dans l'après-midi. À part si tu le mets de nuit, le contre-la-montre, mais je ne vois pas comment tu fais. Donc c'est-à-dire que l'étape du matin, ça va être une étape pour sprinteuse qui va durer 1h20 et qui sera diffusée le matin. Donc ça va faire un score de merde en termes d'audience. Donc en termes de visibilité du cyclisme féminin, je vois pas l'idée. Mais bon. Après, encore une fois, ASO le cyclisme féminin, c'est pas leur priorité. C'est-à-dire quand tu vois Liège-Bastogne-Liège, l'arrivée se faire à midi, par exemple, donc vraiment midi, un dimanche, tu vois, vraiment l'heure où personne n'est devant la télévision. Pareil pour la Flèche Wallonne qui arrive à midi. Enfin, tu vois bien que c'est pas leur priorité le cyclisme féminin. Je rappelle qu'au départ, Paris-Roubaix, ils voulaient le faire. Au départ, le Paris-Roubaix femmes, ça devait pas être le samedi. L'idée de départ, c'était de le faire le dimanche matin aussi. Donc tu vois que pour eux, c'est un sous-cyclisme, mais depuis très longtemps. Mais là, c'est très criant de voir que c'est un sous-cyclisme. Et il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce parcours. Très clairement, ça va se décanter que le dernier jour. Voilà, ça va se décanter le dernier jour. On aurait pu faire une arrivée un peu plus difficile le samedi. Non. On aurait pu faire, une étape très courte le samedi. Comme on a fait cette année. Non, on s'est dit, on va faire une étape de moyenne montagne, mais qui fera pas de gros écarts au général. C'est vraiment l'Alpe d'Huez qui fera les écarts au général. Donc avant le dimanche, il va pas se passer grand-chose. Voilà, ça va être un Tour de France qui va encore pas mettre en avant le cyclisme féminin. Si en plus on se retape un tour masculin aussi dynamique que ce qu'on a eu cette année, il va falloir se mouiller la nuque quand on va passer de l'un à l'autre. Parce que cette année déjà, pour moi, le Tour de France femmes a vraiment souffert de la comparaison en termes de spectacle du Tour de France masculin. C'est vrai que pour avoir fait les deux d'affilée, à partir du jeudi, ça commençait vraiment à pas être facile à regarder le Tour de France femmes. Parce que il se passait pas grand chose et que je savais qu'il allait pas se passer grand chose
Avant le samedi, avant le week-end. Et là, on retape encore un petit peu le même problème, en sachant que l'année dernière, vous me comprenez, 2023, on a eu quand même le départ depuis Clermont-Ferrand qui avait permis d'avoir une étape un petit peu dynamique, ce que là, on n'aura pas. Donc il va vraiment falloir attendre l'étape de Morteau pour avoir un parcours qui commence un petit peu à avoir de la gueule, et l'étape de Liège. Et bon, sinon, à part ça, et puis les étapes, elles sont plates. Ils prennent le risque de dire, s'il y a du vent, ouais, mais le vent en août, c'est pas assurance tout risque non plus. Alors il y en a un peu plus, il y a un peu plus de chances d'avoir du vent qu'en juillet. Je rappelle le grand départ au Danemark, chez les garçons, il n'y a pas eu 1 mètre de vent. Et si le vent il est pas dans le bon sens, de toute manière, tu pourras pas faire grand chose. Mais ouais, la deuxième journée, je la comprends pas, ça n'a aucun sens. Et bon, ce parcours, pour moi, n'a aucun sens, et ce parcours est lamentable. Et pour moi, le pire problème, c'est que c'est un Tour de France, femme. On n'a qu'un massif montagneux. Parce que bon, c'est vraiment les Alpes, cette année, le massif montagneux. Donc je rappelle que c'est la marque Tour de France. Le Tour de France, c'est pas qu'un seul massif montagneux. Il n'y a jamais eu un Tour de France chez les garçons, il y avait un seul massif montagneux. Alors on va me dire, oui, mais le cyclisme féminin, on peut pas faire 15 jours, on peut pas... Bah, c'est sûr que si on n'essaye même pas, on le fera jamais. Il y a un moment, ASO pourrait être pionnier, et ne veut pas être pionnier, parce qu'ils en ont rien à foutre, ils veulent pas prendre de risque, ASO. Voilà. Et là, le parcours est inintéressant. Et moi, ça m'énerve. Parce que je trouve que c'est se moquer des cyclistes. C'est se moquer des filles. Vraiment. Et on n'arrivera pas à améliorer la visibilité du cyclisme féminin tant qu'on aura des parcours de ce type-là. On ne pourra pas. Donc à un moment, il va falloir réfléchir aussi. Si c'était pour faire ça, eh ben, je me dis qu'on peut revenir en arrière et arrêter le Tour de France Femmes. Parce que déjà, le Tour de France Femmes, ça n'a jamais été un Tour de France. Un Tour de France qui dure 8 jours, ce n'est pas un Tour de France. Un Tour de France qui ne passe, qui fait même pas 1000 km, c'est pas un Tour de France. On oublie totalement le côté endurance du Tour de France. Alors on dit, oui, c'est parce que les filles, elles sont pas assez préparées, elles sont pas... Ça, c'est des fausses excuses. Parce que les filles, elles sont capables de se préparer, hein. Donc si on veut pas... là, c'est les organisateurs qui disent oui, mais c'est parce que le cyclisme féminin n'est pas encore assez préparé. Non, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Voilà, parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'avoir peut-être au niveau financier un petit manque d'argent. Et oui, et le comble, pour moi, c'est la demi-étape. C'est la demi-étape qui est le comble. Cette journée du mardi est le comble du foutage de gueule, vraiment. Parce que c'est-à-dire qu'ils vont, eux, se taper de l'argent. ASO... pour une ville étape du matin que personne ne verra, et Rotterdam qui a dû débourser je ne sais pas combien de millions d'euros pour avoir le droit d'accueillir ça. Heureusement, il y aura du public parce que les Néerlandais, surtout avec Demi Vollering, seront présents. Mais très clairement, on a de la chance cette année, c'est que le Tour de France Femmes va pas être derrière le Tour de France masculin. Parce que les deux accolés l'un derrière l'autre, ça aurait été dur. Là, il va y avoir les Jeux Olympiques qui vont faire tampon entre les deux. Et je pense que ça va... Mais si j'avais enchaîné les 4 semaines d'un coup, la fin de Tour de France Femmes, je peux te dire, serait difficile à suivre. Vraiment. Je serais très fatigué mentalement, je pense. Le fait qu'il y ait les Jeux Olympiques, ça va apporter une autre compétition, un autre truc dans le programme. Et là, c'est vraiment, le parcours est nul à chier. J'ai pas d'autres mots à dire. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!